Alors, quand on imagine un neurone, on a souvent tous un peu la même image en tête, n'est-ce pas? Une sorte de petite cellule en forme d'étoile avec une longue, longue queue. Mais, et si cette image, cette véritable icône de notre cerveau, n'était en fait qu'une toute petite partie de la réalité? Aujourd'hui, on part à la rencontre des véritables architectes de nos pensées. La question «à quoi ressemble un neurone?» Elle a l'air toute simple comme ça. Mais en vérité, la réponse est d'une complexité absolument vertigineuse. C'est bien plus qu'une seule forme ou une seule taille. En fait, il n'existe pas un neurone type. C'est un peu comme si on demandait à quoi ressemble un animal. Entre une baleine et une souris, il y a un monde d'écart. Pour les neurones, c'est pareil. Alors explorons ensemble cette incroyable diversité. Commençons par le plus évident, la taille. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais les neurones sont des objets bien réels, avec des dimensions, et quelles dimensions! Ce qui est absolument fou, c'est l'échelle. Prenez le corps du plus petit neurone. Il mesure à peine 5 micromètres de diamètre. Pour se faire une idée, c'est encore plus petit qu'un de nos globules rouges. On est vraiment à la limite de ce qu'on peut imaginer. Et puis, à l'autre extrême, on trouve des neurones qui atteignent 135 micromètres. Là, c'est tellement grand qu'on pourrait presque le voir à l'œil nu. On passe donc du totalement microscopique à quelque chose de presque visible. C'est un premier aperçu de cette diversité dingue. Mais la taille du corps cellulaire, ce n'est rien. Rien du tout comparé à la longueur de l'axone, son prolongement. Imaginez un peu, les plus longs partent du bas de notre dos et descendent jusqu'à notre gros orteil. C'est bien une seule et même cellule qui traverse quasiment toute la hauteur du corps. C'est ahurissant. Bon, après la taille, passons à la forme. Et c'est là qu'on rencontre les différentes personnalités de la grande famille des neurones. Chacune a sa propre structure, son propre look. Alors voici le plus connu, le plus commun, le neurone multipolaire. Avec toutes ces dendrites, on peut vraiment le voir comme un hub, un carrefour d'informations. Il est fait pour recevoir des signaux qui viennent de partout. D'ailleurs, la plupart des neurones du cerveau et de la moelle épinière, et tous les neurones moteurs, sont comme ça. Ensuite, on a le neurone bipolaire. Lui, c'est le spécialiste de la ligne directe. Une seule entrée principale, une seule sortie. C'est une structure hyper efficace pour des tâches très précises. On en trouve par exemple dans la rétine de l'œil ou dans notre oreille interne. Et puis, voilà le plus bizarre du lot, le pseudo-unipolaire. On dit pseudo parce qu'on a l'impression qu'il n'a qu'un seul prolongement. Mais en fait, à l'origine, il naît bipolaire. C'est pendant le développement que sa dendrite et son axone fusionnent, avant de se séparer à nouveau. C'est le genre de neurone qu'on retrouve comme capteur pour le toucher ou la douleur. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, certains neurones ne rentrent même pas dans ces cases. Ils portent le nom de la personne qui les a découverts, comme les magnifiques cellules de Purkinje, ou bien ils sont nommés d'après leur forme unique, comme les fameuses cellules pyramidales du cortex. Ok, on a vu l'apparence, mais maintenant, parlons fonction. Parce que toutes ces formes si différentes, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, elles correspondent à des métiers bien précis. C'est leur classification fonctionnelle. En gros, le parcours d'une information dans notre corps, c'est comme une histoire en 3 temps. D'abord, il y a la détection. Quelque chose se passe, une piqûre par exemple. Ensuite vient l'analyse de cette information. Et enfin, l'action, la réponse, on retire la main. Chaque étape est gérée par un type de neurone différent. Les premiers de la chaîne, ce sont les neurones sensitifs, qu'on appelle aussi afférents. Eux, ce sont nos reporters de terrain. Ils captent une info, la chaleur, la pression, la lumière, et ils l'envoient tout de suite au QG, c'est-à-dire le cerveau ou la moelle épinière. Tout au bout de la chaîne, on trouve les neurones moteurs ou efférents. Eux, ce sont les messagers qui exécutent les ordres. Ils prennent la décision du système nerveux central et l'amènent jusqu'aux muscles ou aux glandes pour qu'une action se produise. Et entre les deux, au cœur même du système, il y a les interneurones. Eux, ce sont les analystes, les décideurs. Ils reçoivent l'info des neurones sensitifs, ils la moulinent, la comparent et décident de la réponse à envoyer via les neurones moteurs. D'ailleurs, il faut savoir que ce sont eux et de loin les plus nombreux dans notre corps. Et c'est maintenant que tout prend son sens. On a vu les formes, on a vu les fonctions. Et si on connecte les deux, eh bien on découvre un principe absolument fondamental en biologie. La forme suit la fonction. Rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard. Regardez, c'est limpide. Le neurone multipolaire, avec sa multitude de branches, est un intégrateur né, parfait pour être un interneurone ou un neurone moteur. Le pseudo-unipolaire, il offre une autoroute directe pour l'information sensorielle, idéale pour un rôle de capteur rapide. Et le bipolaire, sa ligne de communication directe est optimale pour des sens hyper précis, comme la vue, où chaque détail du signal compte. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien que derrière le mot tout simple de neurone se cache en réalité une véritable équipe de spécialistes, tous ultra performants.
Et le point crucial, le voilà. La puissance phénoménale de notre cerveau ne vient pas d'une seule cellule miracle, mais de la collaboration de milliards de cellules hyper spécialisées. Chaque forme a un rôle, et chaque rôle est absolument essentiel au fonctionnement de l'ensemble. On pourrait donc voir notre système nerveux non pas comme une armée de clones, mais plutôt comme un orchestre symphonique géant. Chaque instrument a sa propre forme, son propre son, et c'est de leur parfaite coordination que naît la musique de la pensée. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, une question absolument vertigineuse. Comment est-ce que cette symphonie, ces milliards de cellules spécialisées jouant chacune leur partition, peut produire une seule mélodie unifiée et cohérente, notre conscience? Ça, c'est peut-être le plus grand mystère de tous.